Good Morning Business, le grand entretien. Notre grand entretien aujourd'hui avec Pierre Jaillet, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et à l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Jaillet. On va parler évidemment de cette entrée de la Croatie dans la zone euro. À partir du 1er janvier, 20e pays à rejoindre l'Union monétaire. Alors on rappelle que la Croatie est entrée dans l'Union européenne en 2013. Cette entrée dans la zone euro, est-ce que finalement c'est un délai rapide ? Oui, c'est un délai assez rapide. La Croatie fait plutôt partie des bons élèves, puisque, comme vous le savez, elle doit respecter un certain nombre de critères pour entrer dans la zone euro, les mêmes critères qu'ont rempli les prédécesseurs. Alors, la Croatie, c'est un pays relativement petit, c'est 4 millions d'habitants, 0,5% de la population de l'Union européenne, c'est 0,5% environ aussi du PIB de la zone euro. C'est une économie qui est assez spécialisée sur les services avec un poids prépondérant du tourisme et des fondamentaux qui sont plutôt bons quand on regarde l'inflation qui est actuellement très forte, mais tous les pays ont une inflation forte dans la zone euro. Mais si on regarde les déficits publics inférieurs à 2%, une dette publique de 70%, font partie du mécanisme de change européen depuis 2 ans sans trop de perturbations. Donc c'est une situation qui finalement, à l'entrée de la Croatie dans la zone euro, est plutôt meilleure, j'allais dire, que celle par exemple de la Grèce, quand la Grèce est rentrée dans la zone euro en 2001. Si on regarde la dette et le déficit public, la Croatie a des chiffres qui vont sans doute faire réagir d'autres pays. Son déficit sera de 1,6% cette année, déficit public, pratiquement 5% pour la France. La dette publique, 70% du PIB, vous l'avez dit. En France, on est à 113%, un peu plus même. L'Italie à 150%. C'est un bien meilleur élève que des pays fondateurs. Alors c'est un bien meilleur élève que certains pays fondateurs. Alors en même temps, la question évidemment, c'est quelle va être la dynamique de cette dette dans les années à venir. Et la dynamique de la dette, ça repose sur la capacité du pays à maintenir ses grands équilibres et en particulier à garantir ou à avoir une croissance dans la zone euro qui reste convenable, qui reste raisonnable, qui lui permet effectivement de dégager des revenus de façon à faire face aux engagements futurs. Alors, il y a une petite incidence, c'est que la Croatie va également bénéficier au titre du plan Next Generation EU et de la programmation financière à moyen terme de pratiquement plus de 20 milliards, ce qui est considérable pour un pays dont le PIB est de l'ordre de 60 milliards. C'est pratiquement un tiers de son PIB que la Croatie va obtenir dans les années à venir. Alors bien sûr, il faut qu'elle en fasse bon usage et ça, c'est bien sûr la responsabilité de la Croatie, mais aussi la responsabilité des autorités européennes et notamment de la Commission. Vous parliez tout à l'heure du nombre d'habitants de ce petit pays, 4 millions d'habitants, mais le pays a perdu 10% de sa population les 10 dernières années, avec une fuite de la jeunesse, une fuite des cerveaux. Est-ce que cette entrée dans la zone euro peut changer la donne, notamment à ce niveau-là ? Oui, alors donc d'abord le fait que la Croatie rentre dans la zone euro montre que la zone euro reste attractive. Alors, comme vous l'avez dit, la principale fuite de la population concerne la population qualifiée. On a appelé ça la fuite des cerveaux. Alors, le fait que la Croatie s'intègre dans l'ensemble de la zone euro peut être en effet un facteur de rétention, si je peux dire, de sa main-d'œuvre qualifiée, à condition à nouveau qu'elle puisse se spécialiser dans des productions avec des valeurs ajoutées élevées, avec des demandant des qualifications importantes, c'est-à-dire en fait qu'elle sorte du modèle un petit peu, j'allais dire, de développement qui est fortement basé sur le tourisme et donc des emplois plutôt non qualifiés. Et donc c'est un petit peu le pari pour l'avenir, je veux dire, c'est aussi le pari pour l'ensemble des pays qui rentrent dans la zone euro. Ça a été la Grèce, ça a été les Pays-Bas, ça a été la Slovénie. Il faut que ces pays puissent s'intégrer efficacement dans une zone qui, depuis 2010, montre qu'elle ne favorise pas trop la convergence. La dynamique de la convergence, en fait, s'est arrêtée
pratiquement lors de la grande crise de la zone euro entre 2010 et 2014. Et donc ça, c'est un problème parce que ça rejoint un petit peu la thèse de l'économiste Paul Krugman qui disait qu'il y avait un risque dans une zone monétaire de polarisation des activités vers les régions les mieux dotées en capital physique et humain. Vous parlez de la zone euro attractive. Quels sont les autres pays potentiellement qui peuvent rejoindre la zone euro? Avant la Croatie, le dernier, c'était la Lituanie en 2015, il y a 8 ans. Alors maintenant, il y a un certain nombre de pays qui sont effectivement de l'Union européenne et qui ne sont pas encore dans la zone euro. Vous savez que dans les règles du traité, un pays qui est dans l'Union européenne, normalement, a vocation à rentrer dans la zone euro. Alors, le prochain candidat, c'est la Bulgarie, qui est programmée pour rentrer en 2024. Si elle remplit les conditions, y compris d'ailleurs des conditions un peu institutionnelles, parce que vous savez que la Bulgarie est confrontée à des problèmes de corruption, que la Croatie a su mieux résoudre qu'elle. La Roumanie est programmée beaucoup plus tard, 2029. Et puis après, il y a un certain nombre de pays qui soit veulent, soit ne veulent pas rentrer dans la zone euro. Alors, le Danemark a eu une clause d'exemption, une clause de opting out au moment de la signature du traité, donc fait partie du mécanisme de change européen, mais ne rentre pas dans la zone euro. Alors qu'il est membre de l'Union européenne depuis 1973. Alors qu'il est membre de l'Union européenne, bien sûr, mais tous ces pays-là sont membres de l'Union européenne. Je parle bien des pays membres de l'Union européenne. Et puis vous avez un certain nombre de pays, alors la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Suède, bien sûr, qui pourraient ou ne veulent pas. En fait, certains pourraient, mais certains ne veulent pas. Et donc, pour des raisons politiques. Et donc, on verra plus tard, effectivement, s'ils peuvent rentrer, sachant qu'il ne s'agit pas non plus d'élargir considérablement et sans condition la zone euro, puisque lorsqu'on parle d'élargissement, il faut élargir, mais il faut aussi approfondir le fonctionnement. Quand on parle d'élargissement d'une zone monétaire, on est toujours confronté à ce que les économistes appellent la question de la zone monétaire optimale, qui doit se considérer de deux côtés, des deux volets. L'angle, évidemment, des pays qui entrent dans cette zone. Est-ce qu'ils ont intérêt à abandonner leur souveraineté monétaire et de l'autre côté, est-ce que le club, si je peux dire, ont intérêt à accueillir de nouveaux membres et dans quelles conditions? Donc il faut toujours considérer ces deux aspects. Justement, est-ce que ces exceptions vont le rester, d'après vous, rester exclues de cette zone euro? Des exceptions, vous voulez dire les pays qui ne rentrent pas? Oui, qui jusqu'à maintenant ont réussi à rester en dehors malgré le fait qu'ils étaient dans l'Union? Écoutez, c'est un petit peu... on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc je pense que si pour le moment ils ne veulent pas, et la plupart du temps d'ailleurs, pour les principaux pays que j'ai énoncés, ils ne remplissent pas les conditions de toute façon, à la fois au plan institutionnel et au plan économique et financier. Donc à mon avis, la question ne se pose pas. La vraie question, en fait, c'est, je pense, si on élargit un petit peu le sujet, c'est celui du bon fonctionnement et des dysfonctionnements de la zone euro. On est à 23 ans d'existence de la zone euro et maintenant la question se pose. Et d'ailleurs, l'entrée de la Croatie, qui est un non-événement relativement par rapport à sa taille pour la zone euro, quoique on a vu avec la Grèce que parfois petit pays, ça peut vouloir dire grand problème. Mais le vrai problème, en fait, c'est d'approfondir après 23 ans, d'améliorer le fonctionnement notamment du volet économique de l'Union économique et monétaire que un de ses fondateurs, Jacques Delors, évoqué comme le talon d'Achille de l'Union économique et monétaire. Pierre Jaillet, comment est-ce qu'on peut refuser à certains pays l'entrée dans la zone euro alors qu'ils le réclament, alors que plusieurs pays qui font partie de la zone euro aujourd'hui seraient incapables d'y entrer s'ils devaient passer aujourd'hui leur examen de passage? Je pense notamment à la France qui ne remplit ni le critère de déficit public ni celui de la dette publique. Alors, en fait, maintenant, on n'est plus dans le cas de la France, évidemment, on n'est plus de savoir ou de refaire l'histoire, de savoir s'ils pourraient rentrer ou pas. Ils y sont. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'Union économique et monétaire, dans la zone euro, que d'en sortir. Et c'est même d'ailleurs quasiment impossible d'en sortir, parce que dans ce cas-là, ça suscite des risques quasiment systémiques. À mon avis, le problème, ce n'est pas de se poser la question de savoir s'il pourrait ou non y rentrer aujourd'hui, c'est de savoir comment faire fonctionner un ensemble qui a tendance à devenir de plus en plus hétérogène. Et là, ce n'est pas seulement un problème de fonctionnement de la zone euro, c'est un problème de fonctionnement du marché unique. Oui. Il n'y a plus de convergence à l'intérieur du marché unique, et pas seulement de la zone euro.
Comme je le disais tout à l'heure, la dynamique de la convergence est pratiquement arrêtée en 2010-2014. Elle était un peu en trompe-l'œil avant, basée largement sur le crédit ou la chose comme ça. Même à l'intérieur des grands pays, entre les grands pays, les divergences s'accentuent. Si vous prenez par exemple le PIB par habitant, le revenu par habitant de l'Italie ou de la France, il a reculé de l'ordre de 10 à 15% depuis 2010 par rapport à l'Allemagne. Donc même entre les grands pays, il y a une hétérogénéité croissante. Et donc il faut revoir effectivement le cadre économique, en particulier de la zone euro. Il faut faire en sorte que face à la politique monétaire unique qui parfois a pallié les défaillances de l'union économique et monétaire, il faut avoir une vraie union économique avec une coordination plus efficace, des règles budgétaires qui fonctionnent. Ça va être discuté notamment au début de 2023 entre les autorités européennes. Il faut vraiment, il faut faire la révision de la zone euro après 23 ans d'existence. C'est comme une voiture, après 100 000 km ou 10 000 km, il faut regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et bien dans la zone euro, c'est pareil. Maintenant, on ne peut pas être dans le déni, il faut vraiment regarder. Et de ce point de vue-là, l'entrée dans la Croatie doit être un élément un petit peu de remise réflexion. en question. Voilà. Merci beaucoup. Pierre Jaillet, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et à l'IRI.